Amis des clôtures électriques, bonjour. Et oui, pourquoi je vais vous parler des clôtures électriques? En fait, déjà pour tenir une promesse que j'ai faite il y a déjà bien longtemps, car c'est arrivé plusieurs fois que certains d'entre vous m'interrogent, me demandent conseil pour la réparation, voire la fabrication, enfin surtout sur la réparation de ces foutues clôtures électriques. Et aujourd'hui, j'ai vu que il y avait un membre sur le groupe Facebook là qui lui aussi se posait éventuellement des questions par rapport à ça. Et c'est vrai que je me suis rappelé que j'avais promis à l'époque de faire une vidéo sur le sujet et elle est dans ma liste de vidéos à faire depuis un bon moment. Et bah quand même, de temps en temps, il faut quand même tenir ses promesses, hein. On n'est pas tous dans la politique, il y en a qui tiennent leurs promesses. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et donc, je vais vous parler des clôtures électriques, mais pas tellement, enfin, je veux dire, la pratique et tout ça. On va surtout, bien sûr, s'intéresser à la technique mise en œuvre pour les faire fonctionner. Alors, voyons cela. Alors, les clôtures électriques, comment ça marche, comme disait Michel Chevalet. Alors, le principe, hein, en gros, c'est d'émettre des impulsions de haute tension entre la Terre, ici, et des fils électriques qui sont tendus, enfin des conducteurs, donc ici c'est ce qu'on appelle la clôture électrique, et ces impulsions de haute tension sont faites de telle façon que si un animal, un être humain, enfin n'importe quoi de conducteur, fait contact entre le fil et la terre, ça va lui donner une secousse, sachant qu'ici le but c'est pas de tuer en aucun cas, c'est, on va dire, c'est de faire quelque chose de très désagréable, de telle façon à ce que l'animal, comme il n'aime pas ça, derrière il apprend et il en a peur et il reste éloigné des clôtures. Mon but, c'est certainement pas d'aller vous faire un cours là-dessus. Enfin, on trouve plein de trucs, hein. Si vous allez sur Google, vous tapez clôture électrique, vous verrez plein de conseils, plein de choses. Donc, je vais vraiment me concentrer plutôt sur la partie, on va dire, technique de la chose, sachant quand même, vraiment pour limiter que dans l'ensemble, ça donne des tensions de 1000 à 5000 volts, hein, à peu près. Après, mettre plus, c'est pas forcément plus efficace. De toute façon, ce qui compte, c'est pas la tension, c'est l'énergie. Les énergies des clôtures électriques, on les donne en joules. Alors pourquoi en joules? Parce que c'est la durée de l'impulsion, bien sûr, joue, hein. Les joules, c'est des watts par des secondes, donc on va dire, c'est watts, c'est la tension par le courant, par la durée. Et c'est ça qui va donner cette énergie. Donc sur quoi on va pouvoir jouer éventuellement? Sur la durée de l'impulsion et sur le courant qu'elle est capable de donner et sur la tension. Donc en fait c'est ces trois paramètres-là qui vont permettre de jouer sur l'énergie qui est capable de donner une clôture électrique, sachant que ça c'est en fait relativement très réglementé, hein, on fait pas ce qu'on veut. Je dirais même, le but ici de mes vidéos, c'est de montrer un peu comment ça marche, plus dans une idée de réparation, parce que vouloir faire ça soi-même, d'abord, c'est pas forcément évident, c'est pas si simple que ça à faire bien, et en même temps, ça c'est le malaise un peu, enfin, on est dans un monde maintenant où tout est réglementé, tout est dans des cases avec des normes, des machins et tout, et c'est pareil, si on fabrique ça soi-même, je dirais, c'est pareil, on a toujours le risque, si un jour il y a un accident ou quoi que ce soit, d'avoir des ennuis. Bon, maintenant, ça n'empêche pas que quelqu'un qui veut faire ça pour empêcher son chien de passer, pourquoi pas, hein. Mais enfin, généralement, de toute façon, c'est pas forcément évident à voir. Alors, dans le temps, hein, c'était électromécanique. D'ailleurs, je vais vous montrer, là, j'ai retrouvé dans mes réserves un vestige de ce genre de clôture électrique électromécanique. Alors voilà une antiquité, hein, elle ne fonctionne plus, mais un exemplaire de ces clôtures électromécaniques, hein, qui ont été utilisées pendant des décennies par les agriculteurs. Et c'est très ingénieux en fait, si on regarde comment ça fonctionne, hein, le principe. On a ici cette bobine, hein, qu'on voit là, qui fait à la fois office de transformateur et qui va donner l'impulsion de haute tension, et à la fois de moteur pour faire marcher le système. Alors le principe c'est quoi? C'est qu'on a ici ce système avec un balancier, hein, avec un ressort, et on voit ici deux vis platinées, hein, des vis platinées. Alors pourquoi des vis platinées? C'est comme avant dans les voitures, c'est pour que ça résiste longtemps à l'étincelage, et donc à la mise sous tension, le courant passe par ces vis platinées et ferme le circuit, ce qui fait qu'il y a du courant qui passe dans le primaire du transformateur, qui fait à la fois électroaimant. Donc toc, ça donne ici une impulsion, vu que la palette ici est attirée par le champ magnétique, donc ça lance ici le système qui revient, et toc, c'est-à-dire que là,
à chaque fois, là, alors là, bon, le ressort est cassé, donc on le voit pas, mais en gros, voilà, ça fait ça à chaque fois. Hein, ce fameux dong-dong qui était très caractéristique. Et donc à chaque fois, ça ferme le circuit. Donc à la fois, donc comme ça fait l'électroaimant, ça repousse la palette et ça relance le système. Hein. C'est ce qui fait donc l'oscillation. Et bien sûr, bah, à chaque fois, on a cette impulsion de haute tension qui est faite par le côté bobinage du transformateur. Donc voilà, hein, ce truc-là, c'était relativement fiable. Hein, ça marchait assez bien, ça consommait assez peu, parce qu'en fait ça consomme qu'à chaque fois la petite impulsion ici qui était donnée par le système, et en réglant le ressort, on pouvait vaguement régler la période d'oscillation. Donc souvent ça c'était monté ici sur ce système dans lequel il y avait deux roulements à billes, et derrière il y a cette espèce de long ressort spirale qui était souvent en laiton ou en différentes matières. Et le ressort d'ailleurs fait aussi, c'est pour ça qu'il était en laiton, parce qu'il sert aussi de contact. Alors ça, j'en ai réparé je sais pas combien. C'était généralement les mêmes pannes, soit le ressort coupé, soit ici il y avait des mauvais contacts et tout. Mais bien sûr, hein, ça maintenant c'est remplacé par des modèles électriques. Alors justement ici, je vais vous montrer un schéma que j'ai trouvé sur internet, mais qui est intéressant parce que je crois que toutes les clôtures électriques, quelque part, elles sont un petit peu faites sur ce modèle-là. Alors après, il y a des variantes, mais je veux dire, dans l'idée, ça fonctionne comme ça. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir ici un transformateur haute tension dans lequel on va périodiquement venir décharger un condensateur. Et ici, c'est cette décharge de ce condensateur qui va faire cette impulsion ici de courant dans le primaire, hein, donc qui va donner, bah, c'est pareil, un champ magnétique qui, derrière, va être retransformé dans une impulsion de haute tension, sachant bien sûr, il y a un rapport ici de bobine, hein, il y a beaucoup plus de spire sur le secondaire que sur le primaire, et c'est ça qui va donner ici ces hautes tensions. Alors, comment on décharge ce condensateur? Eh ben, le condensateur ici, on le voit, c'est C2. Bon, là, il fait 4 micros. Après, ça va dépendre. Hein, les valeurs ici, c'est vraiment un exemple. Mais ce condensateur-là, il va être déchargé soit par un thyristor, soit par un triac. Hein, voire des fois, j'ai vu même par autre chose. Enfin, c'est très généralement un thyristor qui, bah, au moment où il est déclenché ici par l'impulsion sur la gâchette, ça ferme le circuit ici comme ça, et donc le condensateur se décharge dans la bobine, et il se décharge jusqu'au moment où il est tellement déchargé qu'il n'y a plus de courant qui passe, donc ça bloque le thyristor. Et quand c'est bloqué, bien sûr, bah, le condensateur, il se charge à la fois par la bobine ici et par la résistance ici R4. Donc voilà, ici, on a donc une tension qui est relativement souvent assez élevée, hein, qui est de l'ordre enfin, ça peut varier, on va dire 50 à 400 volts à peu près. Mais c'est vraiment quelque chose de très classique. On retrouve ça dans les stroboscopes, on retrouve ça dans les flashs d'appareils photo. Donc ici, voilà, on a ici cette tension continue. Et qu'est-ce qui fait la fréquence et la décharge? Bah, ici, c'est un diac. Hein, j'ai déjà fait une vidéo sur le diac. Via la résistance R3, le condensateur ici se charge. Quand il va arriver à la tension du diac, qui est de l'ordre de 30 volts à peu près, eh ben, il va s'amorcer. Et comme il a une résistance négative, il va donner vraiment un pic de courant dans la gâchette ici du thyristor. Et toc, ça décharge le tout. Et derrière, eh ben, le condensateur se recharge à nouveau et le cycle recommence. Donc, le condensateur C3 et la résistance R3 qui vont déterminer la fréquence de décharge en fait en fait la fréquence des impulsions, sachant que plus elle est élevée, bah, plus le système consomme. Alors ce genre de système, il peut être alimenté soit sur secteur, soit sur batterie, soit les deux. Ici c'est intéressant, c'est pour ça que j'ai pris le schéma, où on voit un exemple d'un système double, c'est-à-dire qui marche à la fois sur batterie et secteur. Il existe des clôtures qui ne marchent que sur secteur, d'autres que sur batterie. Maintenant, il y en a pas mal qui marchent aussi avec des panneaux solaires, et ça c'est assez intéressant parce que justement, ça fait qu'elle dure plus longtemps. Alors, dans l'idée, bah, quand c'est secteur, c'est très important qu'il y ait bien sûr une excellente isolation entre le secteur et la clôture. Hein, c'est vraiment impératif. Hein, il en va de la sécurité, je veux dire, des utilisateurs et des animaux. Donc, dans le cas d'une alimentation secteur, voilà, on va avoir ici un transformateur qui lui fait l'isolation galvanique, comme n'importe quelle alim, hein, quelque part. Et derrière le secondaire qui ici est redressé par le pont de diode et donc fait ici
cette tension, on va dire, comme je disais, qui est de l'ordre de 80 à 400 volts. Enfin, ça dépend des modèles. Quand c'est alimenté sur batterie, bah, généralement, donc là, ça c'est pas utilisé, hein, et c'est un système généralement d'onduleur qui va faire augmenter la tension de la batterie pour faire ici la haute tension. Donc là, on voit un exemple. Si c'est fait avec cette espèce de multivibrateur bloqué là de transistor. Après, il y a plein d'autres systèmes, hein, mais généralement, c'est comme tous ces petits systèmes qui permettent de transformer, je veux dire, une basse tension en 220 volts, ces petits onduleurs là. C'est généralement fait comme ça. Et bah voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a des modèles où il n'y a pas ici la haute tension, c'est directement la batterie, j'en ai vu. Il y en a aussi où ici c'est pas fait comme ça avec un diac, c'est carrément un oscillateur, alors qui généralement se fait avec un circuit MOS. Ça permet d'avoir des périodes longues assez stables, avec des 4060, ça peut être fait avec des portes trigger, ça peut être fait avec pourquoi pas un 555. Enfin, après, l'idée aussi, surtout quand c'est sur batterie, c'est que ça consomme le moins possible. Donc, on a tout intérêt ici à mettre une électronique bah, qui consomme vraiment au minimum, sachant que le plus gros du courant sera quand même fait dans la charge et de ce condensateur ici. C'est lui qui donne l'énergie dans le transfo pour faire l'impulsion. Alors, si justement on veut fabriquer ça soi-même, alors pourquoi c'est pas très simple à faire? Bah, je veux dire, toute la partie ici, elle, à la limite, elle est relativement simple. Ça, c'est un bête transfo. On peut prendre là pour T2 un transfo inversé, un 2x12 volts en 220. Le problème ici, ça va être le fameux transfo T3. Il faut on a vu des tensions, on va dire, de 1000, même, des fois même, j'en ai vu des plus basses, il y en avait à 600 volts. Enfin, généralement 2000 à 4000 volts, donc déjà, faut des transfos qu'on trouve pas facilement. Alors, il y en a qui ont fait ça avec des THT de télé, mais c'est pas une bonne idée, parce que la THT de télé, le secondaire, il donnera pas assez de patates pour faire ça. Alors, quand on le fait, on a des belles étincelles, on est content, mais en fait, dès qu'on va faire une clôture comme ça et que ça va toucher les fils, dès qu'il y aura un brin d'herbe, un truc, ça va complètement s'écrouler. L'énergie est pas du tout suffisante. C'est pour ça que généralement c'est des transfos qui sont spéciaux. En fait, je dirais, si vraiment on veut faire ça en amateur, à mon sens, on récup le transfo qu'il fait mieux pour faire ça, c'est les transfos de micro-ondes. Eux, c'est des transfos qui normalement transforment la tension secteur dans quelque chose entre 5 et 7000 volts, donc ils sont plutôt dans le scope. Maintenant, ils sont relativement puissants, même souvent un peu trop. Donc après, bah, faut bien calculer si on fait ça avec des transfos. Il faut bien calculer ici le système de pilotage, la capa et la tension ici au primaire, de façon justement bah, à pas dépasser les énergies en sortie. Enfin, encore une fois, hein, le but, c'est pas de tuer des animaux, hein, c'est de les secouer, mais pas le faire. Alors c'est vrai qu'une clôture qui est puissante, c'est intéressant parce que elle va être moins sensible, hein, parce que ce qui est emmerdant dans les clôtures électriques, bah, c'est toutes les herbes, enfin c'est toutes les pertes en fait qui font que bah, au bout d'un moment, tout ce qui va passer dans des herbes, dans la mauvaise terre, dans tous ces trucs-là, bah, c'est de l'énergie qui n'ira pas dans la clôture, et donc bah, si l'animal, au bout d'un moment, il sent plus l'impulsion de façon assez forte, ça perd de son intérêt. Mais encore une fois, c'est pas le but non plus de mettre des super énergies. Ce qu'il faut plutôt soigner, c'est justement les terres, hein. Très souvent, les cultures électriques, elles marchent pas parce que les prises de terre c'est juste un petit bout de truc enfoncé dans la terre, et ça, c'est très mauvais. Ou alors, hein, si ma femme voit la vidéo, je vais me faire tuer en disant ça, mais dans son cas, c'est aussi que bah, souvent, bah, ça pousse l'herbe et tout, et que bah, y a beaucoup plus d'herbe qui touche la clôture que que d'autres choses, voire aussi des isolations qui sont pas terribles, et tout ça, ça baisse en fait l'efficacité. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura intéressé, hein. L'idée, c'était justement de vous montrer un petit peu le fonctionnement et éventuellement de vous permettre assez facilement de les réparer, surtout. Hein, moi, en ce qui me concerne, je répare celle de ma femme depuis plus de 30 ans, et j'ai une certaine expérience maintenant, je veux dire, dans le domaine. Sachant que finalement, avec le recul, ce qui arrive très très souvent,
En fait, c'est des pannes, on va dire, plutôt environnementales. Pourquoi? Parce que bah, c'est en pleine nature, c'est soumis à l'humidité, c'est dans des boîtes qui sont plus ou moins bien fermées et plutôt souvent moins que bien, ce qui fait que bah, il y a de l'oxydation, il y a des mauvais contacts, il y a de la terre, il y a des araignées, il y a des souris. Enfin, je crois que j'ai vu un peu là-dedans toutes les bestioles possibles et inimaginables. Alors, les constructeurs ont fait des efforts hein, pour protéger l'électronique. Certains, d'ailleurs, ont fait des efforts qui sont bien et pas bien. Il y a toute une dernière génération où tout le circuit électronique est carrément noyé dans de la résine. Alors ça c'est bien, hein, ça c'est sûr qu'il n'est pas oxydé, il n'est pas abîmé et tout. Le prix à payer de ça, c'est que c'est absolument irréparable. En cas de panne, on peut rien faire d'autre que de racheter tout le circuit. Et bah, ça c'est un peu dommage, parce que bon, ça coûte quand même... Alors c'est vrai qu'on peut acheter que la pièce détachée, mais enfin ça coûte relativement cher. Maintenant c'est vrai que comme il est bien protégé d'un autre côté, il tombe rarement en panne. Je dis pas qu'il tombe pas en panne, mais enfin c'est plus rare. Mais c'est vrai que la majorité des pannes, c'est quand même plus souvent des histoires de contact, des choses comme ça, ou d'oxydation. Des fois à des points tels, hein, parce que c'est pareil, comme il y a du courant électrique en même temps, ça fait des couples électrolytiques qui fait que ça bouffe le métal. J'ai carrément moi vu une fois la patte d'un transistor, elle était carrément rongée, quoi. La panne, c'était que il y avait plus de métal carrément dessus, quoi. Donc voilà, ainsi comme moi, bah, vous êtes des fois confrontés à la réparation de ces engins. J'espère que ça vous servira. D'ici là, bah, évitez de prendre des ch'touilles en touchant les clôtures, c'est jamais très agréable. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.